là, donc cette Conflexilone. Donc vous savez qu'en général, l'idée c'est vraiment de faire de la communication scientifique tout en donnant un petit côté de vulgarisation, ce qui n'est pas forcément un exercice et une tâche facile. Donc l'idée c'est de pouvoir présenter donc, à la fois Anne-Marie Costala-Founeau et Christophe Germigon, chercheurs au laboratoire Epsilon. Et en même temps, après, l'idée, c'est de pouvoir discuter, échanger sur vraiment ce qui vous semble intéressant, important, et vraiment, tout ce qui vous passe par la tête sera bienvenu, la discussion étant aussi riche que les présentations orales. Donc, nous vous en prions. Un peu de bruit. Merci. Donc, on va faire une articulation entre deux joueurs, entre la construction du projet et la motivation. Je pense qu'il y a un lien, de toute façon, au niveau de la thématique en particulier. Donc, j'ai parlé de dynamique identitaire, de construction du projet. Vous verrez qu'on va progressivement arriver à cette relation. Dans un premier temps, je vais présenter, je ne sais pas si c'est pas trop clair, non, vous y voyez, c'est trop tard. Comment l'identité apparaît être une émergence, d'une interaction entre, bien sûr, le sujet, d'une part, l'alter, puisqu'il y a une relation intersubjective obligée quand on parle d'identité, dans la construction d'identité, le groupe, naturellement, puisque le groupe, c'est ce qui nous permet de nous définir en tant que groupe d'appartenance. Nous sommes tous en lien avec une famille, une activité, une strate d'âge et, naturellement, le genre. Et la société qui, naturellement, véhicule les cultures, les codes et, naturellement, le langage qui est au cœur même de la construction du sens, surtout lorsqu'on travaille au moins qualitatif. Dans ce schéma, j'ai voulu mettre en évidence aussi l'interaction, l'importance d'une part des représentations sociales qui véhiculent toute l'identité collective, et d'autre part une variable qui me tient à cœur, qui a été un peu délaissée en psychologie sociale, en philosophie, qui maintenant reprend de l'intérêt, la variable d'action, dont l'identité apparaît comme une émergence de l'interaction de ces multiples composantes, je dirais. Voilà, alors, on dit aussi que l'identité, c'est naturellement un schéma complexe et la question la plus dure à poser à un étudiant, et ça m'est arrivé un jour, un jury qui était très récalcitrant, c'est qu'est-ce que l'identité? On ne peut pas répondre comme ça à cette question, donc elle s'intègre dans une complexité. Et la complexité, je commençais à parler de pluridimensionnalité tout à l'heure, et je vous informe aussi que cette complexité s'inscrit dans ce qu'on appelle des phénomènes de stabilité et d'instabilité, ce qui va faire écho. L'identité s'inscrit dans le changement, puisque c'est la même personne qui évolue dans le temps, on a cette dynamique du changement obligé, et on voit qu'en parallèle, il y a une continuité, c'est la même personne qui évolue dans le temps. Donc, il y a une interaction entre les processus de stabilité et d'instabilité. Et on voit que la variable temporelle, j'ai eu du mal à inscrire, c'était pas fois, est fondamentale dans la dynamique de l'identité. Donc, il faut inscrire aussi l'identité sociale et son développement dans cette dynamique du changement, de la continuité et de la temporalité. Alors là, je me réfère à un schéma que j'ai construit l'année dernière pour un congrès à Athènes, où j'ai essayé de mettre un petit peu à plat, parce que quand on est justement sur l'identité en permanence, on essaie de se redire, de compléter, où j'ai mis à plat la question de la dynamique identitaire. Et pour cela, j'ai montré j'ai essayé de mettre à plat l'environnement extérieur, j'ai dichotomisé, en observant aussi des théories interactionnistes et transactionnaires, et notamment de l'éco-écologie. Et d'autre part, il existe aussi un environnement intérieur. Et je crois que c'était important de signifier que cette identité, elle se développe autour de ces différentes organisations, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la société, mais il y a ces organisations dans leur ensemble avec leur caractère normatif. Je crois que ce qui unit la question identitaire là, c'est cet environnement extérieur avec la relation à la norme. Le groupe, naturellement,
qui s'inscrivent dans des fonctions normatives avec conformisme, déviance, processus que vous connaissez tous. Et d'autre part, ici à gauche, ce que j'ai appelé environnement intérieur, où il peut y avoir des transversalités, hein, des relations, avec des mécanismes cognitifs, hein, des mécanismes émotionnels et des mécanismes aussi de représentation et de mise en mémoire. Donc je pense que l'identité, c'est aussi tenir compte de ce double environnement intérieur et extérieur. Elle s'inscrit dans cette relation d'environnement intérieur-extérieur et ces mécanismes qui vont émerger à partir de leurs transactions. Alors comme je vous le disais, moi ce qui m'a intéressé, c'est de dire que l'identité met en relation différents processus, qu'elle intègre les relations sociales et la représentation de soi, ça c'est Jaudelet qui l'a dit, mais aussi elle intègre ces dimensions multiples dont je vais vous parler, environnement intérieur et environnement extérieur. Et je crois que ce qui est important, c'est de dire que l'action joue un rôle déterminant, et ça on le dit peu quand on parle d'identité, on parle davantage de conscience de soi, de sentiment de soi, de représentation de soi, de self-concept. D'où l'originalité de notre c'est de dire que l'action joue un rôle déterminant dans le sens où elle met une relation entre la connaissance et les compétences, entre les représentations, les aspirations, les valorisations sociales et surtout la valorisation de soi pour soi, et là je me réfère à Jean-Paul Godot. Elle peut être aussi considérée, à mon avis, comme une fonction identitaire, cette action, car elle permet d'actualiser les capacités, c'est-à-dire les ressources propres de la personne. Donc là, je vous donne un autre schéma aussi, qui essaie de montrer cette complexité identitaire, et on voit que l'action est un rôle transversal, que ce soit au niveau du concept de soi, et là je me suis référée à certaines écoles, telles celle de Marcus, l'identité sociale qui permet de rendre compte à l'autrui à travers le langage, et là je me suis référée aux travaux de Mackendal, et puis l'importance aussi de la représentation de soi et de l'activation de l'image, de l'émotion et de la cognition, de l'image de soi, de l'émotion et de la cognition. Disons, on voit qu'on est dans un flux très complexe, et parler de l'identité très simplifiée, je pense que déjà c'est scotomiser le problème. Vous voyez que c'est une image assez complexe. Donc, en prenant la question à travers l'action, il me semble qu'on va donner un autre souffle à l'identité dans la mesure où l'action est une séquence expérientielle, car elle implique à la fois l'intention, la mobilisation émotionnelle et l'énergie pour réaliser un projet. Donc on peut définir l'action, pour la comparer à comportement, un concept beaucoup plus philosophique, je dirais. On s'est référé d'ailleurs à des auteurs tels que Doss, Berthoz, pour travailler le sujet, qui sont en train de redéfinir l'action. Et nous lui conférons 4 types de pouvoirs. D'une part, un pouvoir normatif, quand on fait une action, on est évalué, généralement, plus ou moins. Il y a une validation sociale, une sanction ou alors un bénéfice. L'action, quand on fait une action, elle a aussi un pouvoir socio-cognitif, dans la mesure où, bon, quand je fais une action, je vais activer mes connaissances, je vais chercher des repères, élaborer des stratégies, je vais fouiller dans les placards. Elle a aussi un pouvoir socio-émotionnel parce que, comme je le disais, elle a une relation avec l'émotion, avec des tonalités affectives, d'autant plus au niveau des conséquences, parce que ça induit, bien sûr, une réussite ou un échec, et c'est en relation directe avec l'estime de soi. Et elle a aussi un pouvoir axiologique, puisque l'action, naturellement, entraîne une relation avec les valeurs. Il faut que les valeurs soient en cohérence avec soi-même. Lorsqu'on est même dans une entreprise, il est possible que j'exécute une tâche qui éthiquement ne me correspond pas. Moi, ça m'est arrivé au niveau d'un travail que j'ai fait auprès des formateurs. Et justement, cette formatrice était en dissonance avec ses valeurs, mais même avec son poste de directrice, dont ensuite s'est soldée par une rupture de contrat, et elle est partie. Donc il y a aussi une dimension axiologique au niveau de l'action. Alors l'action,
est plus en fait qu'une régulation identitaire. Elle est aussi une expression identitaire. C'est une forme d'empreinte sociale de la personne et de sa trajectoire. Elle est aussi mémoire de soi, parce qu'il y en a qui scandent leur histoire par rapport à certaines actions qu'ils ont accomplies ou qu'ils ont ratées. Je crois qu'il faut voir l'action dans une acception beaucoup plus large que l'acception comportementale behavioriste, où on dit j'ai un comportement en termes de stimulus-réponse. L'action est, comme je l'ai dit dans d'autres travaux, une forme de projet à temporalité moyenne. C'est beaucoup plus large. Donc, elle véhicule l'expression du sujet social doué de capacités, c'est ça qui nous intéresse dans ce laboratoire, qui peut tout un instant partager grâce au langage, son expérience, son histoire et ses valeurs. Donc ça nous met en lien direct avec ce que j'ai appelé le système capacitaire, qui est quelque chose de différent que l'efficacité personnelle développée par Bandura, qui est beaucoup plus ciblé sur l'efficacité par rapport à un objectif bien centré. Le système capacitaire est très lié à l'action, puisque lorsqu'on réalise une action, on s'aperçoit qu'il y a une charge affective, comme je l'ai dit, puisque c'est lié à l'estime de soi, qui est importante, et qu'il est très lié à ce sentiment de capacité, c'est-à-dire se sentir capable ou pas. Ce qu'on appelle le capability. Et pour notre part, nous pensons qu'il y a deux types de capacités. C'est assez grossier, c'est assez dichotomique, mais on peut travailler là-dessus. Il y a des capacités normatives qui sont directement liées à la validation sociale, c'est-à-dire au miroir social que vous renvoie autrui, l'organisation, les groupes, et qui vont valoriser ou pas l'image de soi. Mais on ne fonctionne pas du tout dans cet aspect behavioriste social où on vous dit tu es bon et vous vous sentez bon. Généralement, ça fait plaisir. Mais aussi, il y a une deuxième dimension, c'est la capacité subjective, c'est-à-dire celle que le sujet s'octroie et qui active sa propre reconnaissance. Je crois que ce qui est important, c'est de voir ces deux notions, la capacité subjective et la capacité normative, qui sont bien sûr interdépendantes, mais qui en même temps ne sont pas forcément en consonance. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est des moments où on vous dit, où on vous évalue socialement très positivement, mais vous vous sentez en dissonance avec vos valeurs, avec votre projet. Il y a des fois où vous vous sentez extrêmement doué, en capacité positive, et on vous renvoie à miroir social négatif. Donc c'est ces congruences et ces incongruences du système capacitaire qui nous ont intéressés au cours des différents travaux effectués, que ce soit auprès des Martiniquais, par exemple, ou des formateurs, ou encore auprès de demandeurs d'emploi, ou encore auprès d'infirmières. Enfin, on a fait pas mal de travaux là-dessus pour essayer de traiter ces niveaux de congruence et d'incongruence du système capacitaire. Alors là, j'ai fait vraiment triple siècle, c'est dommage. On voit que dans ces phases de congruence, je les ai schématisées ici. Il y a ce qu'on appelle des phases d'acuité représentationnelle, c'est-à-dire de clairvoyance cognitive, où le sujet est en réalisation de soi, est prêt à construire un projet, et se sent, si vous voulez, bien dominer ses ressources et son environnement extérieur. Il y a des formes de gestion des compétences propres et puis aussi de l'environnement extérieur. Il y a des phases plus diffuses, plus confuses, je dirais, ça je l'ai approché à Erickson, où justement on est beaucoup plus, comme on dirait, aplati, plus individué dans les groupes, c'est-à-dire qu'on fusionne davantage avec un nombre du groupe, et où les émotions sont plutôt des styles dysthymie, des tonalités affectives négatives, et où il est difficile de faire émerger un projet. Donc on est un petit peu comme ça, on n'est pas toujours en acuité représentationnelle permanente, ça serait grave. Il y a des phases d'acuité, des phases de diffusion, et c'est ce qui diffère un peu. Il y a des mouvements, si vous voulez, de construction et de reconstruction qui permettent, si vous voulez, grâce à l'action, de construire son identité. Ça peut être une thérapie cognitive que de construire une nouvelle action. Alors, je veux vous dire, je suis aussi allée chercher en philosophie, je vois qu'il y a des fautes, et déjà Ricoeur avait donné une grande importance à la notion de capacité. Je lui donne une grande extension au plan d'anthropologie philosophique sous le titre de l'homme capable. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je ne peux pas?
Alors je pense que c'est intéressant que ce concept, il ne tombe pas comme ça. En psychologie sociale, c'est aussi un concept hautement philosophique, et travaillé aussi par Merleau-Ponty, Husserl, etc. Et donc je pense que cette notion de se sentir capable d'eux, c'est bien intéressant de la creuser. Et dans le champ éthique, le mot capacité prend un sens plus général, il inclut davantage la disponibilité d'action et l'accès à la réalisation d'un projet. Donc là, j'ai un autre schéma pour vous dire que on est passé de l'action, vous avez vu, à la capacité. Parce qu'en fait, la capacité, pour moi, c'est quand même fondamental parce que c'est un effet d'action. Et je crois que c'est, puisqu'il entraîne des variables dont j'ai déjà parlé, il nous met en relation avec autrui, le soi et le monde au niveau des représentations. En voyant que l'action, c'est une forme de tremplin identitaire, mais ce qui compte, c'est ce sentiment de capacité et cette variable capacitaire qui paraît importante parce qu'elle permet de mettre en jeu et d'ajuster justement les stratégies, et elle apparaît donc fondamentale. D'ailleurs, dans une définition, il y avait les effets d'action sont plus importants que l'action elle-même. Dans une citation d'un dictionnaire de psychologie à propos de Léonie. Donc alors, je ne voudrais pas trop vous saturer, on a quand même fait des expériences et vous montrer qu'on est capable de repérer ces moments, des fois, de diffusion représentationnelle ou d'acuité représentationnelle. Et pour cela, nous avons une méthodologie qu'on a adaptée à nos travaux, qui est une méthodologie qualitative qui permet de repérer donc, des temps de construction du projet. On peut faire par analyse fractale, en évaluant régulièrement des gens, mais nous, on a opté pour l'analyse, je dirais, qualitative. Elle hurlerait parce qu'elle dit que ce n'est pas qualitatif, parce qu'il y a quand même une structuration au niveau de l'analyse. Donc l'objectif de cette méthodologie, c'est d'une part de repérer le répertoire sémantique de la personne, puisque nous avons tous des mots que nous utilisons pour nous décrire ou pour décrire autrui, et de creuser, si vous voulez, ces mots, et d'essayer de, à partir de là, développer un contexte représentationnel ou un contexte de soi. C'est une approche du développement de la parole qui est différente de la clinique, où on s'assied, on dit qu'est-ce que tu en penses. Chaque fois, je vais dire à mes étudiants d'étudier notre méthodologie, mais celle-là, elle est assez structurée, justement parce qu'on repère les représentations et les stéréotypes des personnes grâce à cette méthode qui va, si vous voulez, de la récolte d'unités, de mots qu'on utilise régulièrement, à leur exploration et à leur dynamique. Donc, il existe trois phases, je ne vais pas... Recueil des représentations, recueil psychocontextuel, c'est-à-dire on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, on fait un entretien semi-directif que l'on enregistre naturellement, et puis la phase 3, on essaie justement de trouver des mots sensibles. Peut-être qu'avec l'hypnose on pourrait arriver plus facilement, et là on a une succession d'entretiens répétés qui font qu'on explore et on va au fond, et vous savez comment... Quand on parle d'identité, je me réfère à Vygotsky, à Bruyère, le langage est à l'origine de la construction du sens. Donc je pense que ça a été une option pour travailler sur l'identité, donner la parole, essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots que nous utilisons pour nous décrire ou décrire les groupes d'appartenance. Donc là, je vais vous présenter le cas d'une étudiante française d'origine, deuxième génération. L'étude portait sur un peu les comportements des étudiantes en situation de réussite d'origine maghrébine et une comparaison avec des Françaises. Cette thèse a été effectuée par Nathalie Martinez. Ça a été une de mes premières thèses. J'ai tendance à reprendre un peu les mêmes choses, mais je trouvais que c'était très intéressant. Elle est arrivée à la phase 3 et elle a trouvé justement quels étaient les mots qui mobilisaient la construction identitaire. Et pour elle, pour ces maghrébines, c'était le mot ambitieuse, parce que ça lui permettait d'avoir un flux de représentation et de projets, puisque c'est le titre de la conférence, et motivée. Et ces mots, lorsqu'on les exploite, décrivaient des craintes, des peurs, des frustrations, mais aussi un puissant désir de reconnaissance qui permet d'activer le système capacitaire.
Et selon cette expérience, on a vu que le projet de Faiza se construit à travers la confrontation. Alors, parce que retrouver des mots identitaires, c'est-à-dire des mots forces qui sont à l'origine de la construction de notre propre identité, ça paraît simple, mais c'est quand même un lourd parcours, parce que naturellement, ça faisait référence à ses projets, à sa motivation, à sa mémoire, à sa biographie. Il y avait des histoires qui se cachaient. Ça, je ne peux pas vous en faire part, ça fait partie du corpus. Et motivé aussi. Alors, ce qui nous a intéressé chez Faiza, c'est qu'elle avait une attitude, une stratégie de confrontation normative, c'est-à-dire que pour elle, le projet était clair. C'était, je suis victimisée, je suis frustrée, des fois je suis exclue, mais moi je sais où je veux me construire, et la réussite scolaire, puisque c'était l'objet de la thèse, me permet en fait, de me représenter, de me construire un autre univers. Vous voyez, c'est le point de départ et le point essentiel. Il faut réussir scolairement, sinon on n'est rien. Hein, c'est le chapitre de corpus. Donc nous avons appelé cette réussite confrontée, on a écrit des articles là-dessus, pour souligner cette fonction d'ajustement permanent du système capacitaire et son influence sur l'insertion sociale. Je dirais que, s'il fallait, bon, on va y revenir tout à l'heure, qu'elle était vraiment, son projet était clair et défini. Et après, je vais faire une comparaison avec les Françaises d'origine, entre guillemets, Alice, dans l'échantillon, ça se passait, je crois, à l'université d'Albi. On s'est aperçu que la capacité s'actualisait à travers l'action de réussir, mais elle apparaissait beaucoup plus conflictuelle. C'est-à-dire qu'Alice, elle avait fait son contrat entre sa famille, son organisation et la société, dont elle avait rendu sa réussite, et elle s'apercevait qu'en fait, tout était, si vous voulez, banal. Elle avait rempli son contrat. Or, on s'aperçoit qu'Alice, elle était beaucoup plus, même si elle n'était pas exclue, victimisée, frustrée comme l'autre étudiante, elle était en diffusion représentationnelle, parce que d'une part, on voyait qu'elle avait beaucoup d'incertitudes, et ces mots identitaires, moi je ne vous les ai pas donnés, c'était intelligente, créative, hein, et dont on s'aperçoit surtout qu'elle a des prototypes qui sont très loin dans le domaine de la mode, de Karl Lagerfeld, de Georges Sand, monde littéraire, etc. Et musique. C'est-à-dire qu'elle est intéressée plus spécialement, non pas par la réussite en tant que telle, oui, c'est pas ce qu'il fait, la réussite en tant que telle, mais elle est intéressée surtout par un projet dans le domaine artistique. Donc il y a comme une forme de contrat moral envers la famille et la société, mais au fond d'elle, elle est en dissonance parce qu'il y a une incongruence entre ce qu'elle veut faire, son projet, et ce que la société lui offre, ou ce que ses parents lui permettent de faire. Ça se fait en plusieurs phases. Donc, pour l'illustrer, je dirais que la première étudiante, elle est en acuité plutôt représentationnelle, malgré l'agressivité qui sous-tend son projet, alors que la seconde est plutôt en diffusion représentationnelle. Et c'est une phase de transition et plutôt de retrait. Elle a accompli son contrat, mais elle reste un peu à l'écoute, un peu en attente de son projet professionnel. Elle choisit des prototypes identitaires dans des domaines assez extériorisés et non pas des prototypes de proximité comme c'est la première. Voilà. Donc, en conclusion, cette approche permet de montrer la force d'une nouvelle dimension dans la construction identitaire, la capacité qui comporte à la fois la mobilisation émotionnelle, la norme et le projet d'action qui émerge après l'ajustement entre la capacité normative et subjective. Ces formes d'ajustement constituent des phases de construction identitaire, de la construction identitaire discernables dans la construction du projet. Là, je me réfère aux travaux de Ghislain Marie qui a utilisé la méthode où il a pu voir évoluer un projet, c'est des cadres demandeurs d'emploi, chez les demandeurs d'emploi, avec la même méthode, et qui est une thèse qu'on peut avoir facilement, je crois qu'elle sur Internet. Merci pour votre attention. Voilà. C'est un peu vite, hein, mais bon, ça va. Bien, voilà.
Donc, le sous-titre de cette présentation, c'est en lien toujours avec le monde du travail, hein, comment on peut aussi prévenir le stress professionnel en tant que originaire de certains aspects qu'on va voir ensemble. Et le postulat, c'est que on peut travailler dans le monde de l'entreprise sur des modalités d'évaluation qui sont compatibles avec non seulement un respect, mais qui sont favorables à l'estime de soi. Alors, on va présenter un petit peu le dilemme. Le dilemme, c'est que, évidemment, dans le domaine du travail, on cherche la performance, c'est clair. Hein, les entreprises sont à la recherche de performance. On parle même beaucoup de compétitivité en ce moment dans le monde politique. Et en même temps, évidemment, on est dans des sociétés qui se revendiquent humanistes. On recherche aussi un maintien de la santé, de la qualité de vie des employés. Malheureusement, on sait que ces deux volontés ne sont pas forcément compatibles et que elles rentrent même parfois en conflit. Alors on va s'interroger sur, je vous présente un petit peu le cadre général, sur les mécanismes motivationnels qui sont à l'œuvre dans ce qu'on appelle des situations d'accomplissement. Les situations d'accomplissement, c'est des situations où il est important d'être performant, des situations où il est important de réussir. En anglais, c'est achievement. Achievement, ça se traduit par réussite. Et voir les risques qu'il y a pour la santé mentale. Alors, on ne va pas parler de pathologie, hein, on va rester au niveau de l'estime de soi. Et évidemment, l'estime de soi peut... Quand l'estime de soi est affectée, on sait très bien que tout un tas de pathologies psychologiques peuvent apparaître, et envisager des perspectives. Alors, le constat. Le constat, je vous l'ai dit, c'est que la compétition professionnelle a des vertus proclamées par rapport à la performance dans une entreprise, à la fois inter-entreprise, je dirais, c'est pas rare de voir les entreprises être en compétition, bien sûr, c'est une monnaie courante, mais également il y a des systèmes de motivation dans l'entreprise qui reposent sur la compétition à l'intérieur même des employés d'une entreprise. Je pense à tous les systèmes, toutes les entreprises de vente, de démarchage, etc., où il y a des récompenses aux meilleurs vendeurs de l'année, etc., où dès que vous avez pris un petit peu de bouteille, on vous met un petit jeune de 22 ans dans les gencives ou dans les chevilles pour qu'ils viennent vous concurrencer sur les performances de vente. Et c'est comme ça. Et à chaque fois, on vire les vieux de 30 ans et on les remplace par des jeunes de 22 ans ou dans longue, qui sont prêts à rouler des kilomètres et à pas dormir de la nuit pour vendre un maximum de produits. C'est classique. Alors, l'arme à double tranchant, c'est que ce système qui est basé sur la compétition, sur la comparaison des performances entre les individus, est une arme à double tranchant. Dans le sens positif, c'est extrêmement valorisant. On a déjà observé des effets sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. C'est quelque chose de hyper boostant. Vous connaissez peut-être des exemples dans le monde du travail, où on voit des gens qui sont complètement sur leur petit nuage grâce à leur performance, parce qu'ils sont les meilleurs de l'entreprise, etc. Par contre, quand je dis que c'est une arme à double tranchant, c'est que les effets sont également très très importants dans le sens négatif. Où là, on voit une détérioration de l'estime de soi très importante, l'installation du stress, évidemment, et la dépression, voire malheureusement, on a des exemples pas trop anciens dans l'actualité, dans les nouvelles, dans les faits divers, des suicides. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes qu'il y a en entreprise viennent de cette problématique-là, hein, mais ça en fait partie. Alors ça revêt une tonalité très particulière, notamment chez les employés les plus anciens, ceux qui, logiquement, ont des tas de raisons. Des raisons liées à la famille, des raisons liées aussi au vieillissement, tout simplement, s'installent dans un rythme professionnel qu'on pourrait qualifier de croisière, et à chaque fois, on leur met une concurrence dans les jambes, une concurrence de genoux ou dans l'ongle. Donc ce problème devient de plus en plus accru, parce que cette logique de la compétition à l'intérieur de l'entreprise, arrivé à un certain temps, à un certain moment, à un certain âge, ou une certaine ancienneté dans la carrière, on ne peut plus forcément la tenir. Et pourtant, si on s'appuie sur certains modèles de ce
qu'on appelle la motivation d'accomplissement, la motivation à réussir, on s'aperçoit qu'il y a des voies d'appréciation, de valorisation de la compétence qui sont tout aussi efficaces et beaucoup moins risquées. Alors, moins risquées et intéressantes quand même pour l'individu, pour l'estime de soi notamment, mais aussi pour l'entreprise, ce qui garantit un niveau de performance intéressant. Alors, on va essayer de les décoder un peu. Un tout petit peu de théorie, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça. L'estime de soi, c'est quelque chose de multifacette, évidemment. C'est une évaluation que l'on porte sur sa personne, positive ou négative, Marie en a parlé tout à l'heure. Et cette évaluation, elle repose sur des sous-domaines, des domaines, des sous-domaines et des sous-sous-domaines, etc. Il y a un peu, c'est comme un mur avec des briques, il y a pas mal de briques qui constituent cet ensemble de l'estime de soi. Et dans ces briques, il y en a beaucoup qui sont liés à des sentiments de compétence. Des sentiments de compétence dans des domaines qui sont importants pour nous. Donc il y a un lien évidemment entre sentiment de compétence et estime de soi. Ce lien, bon, il y a pas mal d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Une des plus connues qui a consacré toute sa carrière à ça, c'est Susan Arter, qui travaille dans le Colorado, aux États-Unis. Bon, les situations où il est important de réussir, ce qu'on appelle les situations d'accomplissement, quand on obtient du succès dans ces situations, effectivement, on enregistre un sentiment de compétence qui va alimenter notre estime de soi. Et l'inverse est vrai, c'est que l'échec dans ces situations-là affecte le sentiment de compétence et donc l'estime de soi. Donc ça, c'est tout à fait classique, tout à fait simple à comprendre. Sauf que ce sentiment de compétence, ce n'est pas quelque chose d'univoque. Les uns les autres, si on vous demande comment on définit nos compétences, comment se construisent nos sentiments de compétence, eh bien, on mettra en avant des critères qui sont peut-être différents. Et notamment, c'est la manière dont on se sent compétent dépend du type de but que l'on a atteint pour se sentir compétent. Alors ça, c'est des travaux qui ont été développés par ses collègues américains, enfin, bon, ça c'est un Australien, mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, qui est décédé aujourd'hui, et Carol Dweck, par contre, une américaine. On utilise différents critères pour se juger compétent. Un critère, une famille de critères, on va dire, qu'on appelle auto-référencés, et une famille de critères qu'on appelle normativement référencés. Et ça rejoint un peu ce que disait Anne-Marie sur les aspects normatifs de tout à l'heure. Parce que vous allez voir que les aspects normatifs, ça implique autrui. Alors, dans le système auto-référencé, on dit qu'on se fixe des buts de maîtrise. On cherche à maîtriser une tâche, à progresser dans une tâche. Tandis que dans le système normativement référencé, comme le disait Anne-Marie, on fait appel à autrui. Et alors là, ici, on est dans une logique de comparaison sociale. On se juge compétent si on fait mieux que le voisin, ou le concurrent, ou le partenaire de travail, ou pourquoi pas le camarade de bureau. Et même à la limite, si on ne fait pas mieux que lui, mais si nous, on a le sentiment d'y arriver en faisant moins d'efforts, quelque part, ça veut dire qu'on est meilleur, qu'on est plus doué que lui, donc on va se sentir compétent. On est sur une logique de comparaison sociale. C'est-à-dire que même si j'échoue, par exemple, je peux me sentir compétent si la personne à laquelle je me compare échoue de manière plus lamentable que moi. Vous voyez? Donc ce n'est pas forcément lié à la réussite, c'est quelque chose de très relatif à autrui. Alors ça a des conséquences motivationnelles, qui ont fait l'objet de nombreux travaux, à la fois dans le domaine scolaire, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'entreprise, il y en a eu aussi. Cette définition de la compétence auto-référencée, bon, globalement, elle montre que les personnes sont motivées, restent motivées, même en cas de doute quant à ses compétences, quant à ses capacités d'atteindre un résultat. On essaye, au moins, pendant un certain temps, avant de renoncer quand on voit vraiment que la tâche est inaccessible. Tandis que, dans le cas de la compétence normativement référencée, on a un patron motivationnel qui se dédouble. Si j'ai confiance en ma capacité à faire mieux qu'autrui, à montrer que je suis meilleur que les autres, etc., alors tout va bien. Je vais y aller. C'est un peu le gagneur, si vous voulez. Par contre, si je doute, je dis, oula, ça va peut-être être dur de faire mieux que l'autre, alors on adopte ce qu'on appelle des patrons d'accomplissement mal adaptatifs, c'est-à-dire qu'on va plutôt fuir
les challenges, fuir la difficulté, se réfugier dans des choses très faciles qu'on sait faire, ou au contraire extrêmement difficiles, on est sûr d'échouer, mais tout le monde saura bien que si on échoue, c'est pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'on a choisi une difficulté extrême. Et donc, ce sont des stratégies qui surtout visent à protéger l'estime de soi, protéger le jugement défavorable que autrui peut avoir sur soi, ou même que soi on peut élaborer à propos de soi-même. Alors, qu'en est-il vis-à-vis de l'estime de soi, justement? Eh bien, la voie auto-référencée, c'est une voie, j'allais dire, un peu sécuritaire. Elle est moins spectaculaire, c'est vrai. C'est-à-dire que les travaux montrent qu'elle est modérément reliée à l'estime de soi. Elle est liée, mais pas d'une manière très très forte en termes de corrélation. Ça veut dire que nos succès, nos échecs dans cette voie-là ont des impacts sur l'estime de soi. Évidemment, les succès améliorent l'estime de soi, les échecs affectent l'estime de soi, mais dans des proportions, on va dire, modérées. Tandis que la voie de la compétence normative, elle est fortement reliée à l'estime de soi. Et les impacts sont très forts. C'est-à-dire qu'en cas de succès, si j'arrive à montrer à tout le monde que je suis le meilleur, c'est très très valorisant pour l'estime de soi. Par contre, si j'échoue, c'est très très dévalorisant. Si vous voulez, on est dans une logique un petit peu... J'avais voulu intituler cette présentation le trading de l'estime de soi, le trading, les traders qui jouent en bourse. C'est un peu comme si là on joue en bourse sur des valeurs pépères, des valeurs sûres, qui ne vont pas flamber, mais qui ne vont pas couler. On est sur des grosses valeurs, par exemple du CAC 40, voilà. Il y a des gens qui veulent des gains modérés, mais sûrs. Et puis, il y a le flambeur, le trader, et on sait ce que ça a coûté à certaines entreprises, et notamment à certaines banques, je ne donnerai pas de nom, qui lui va parier gros, et si ça marche, c'est énorme pour la boîte, et si ça ne marche pas, c'est monstrueux pour la boîte, et pour lui aussi. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu cette estime de soi, on parie dessus, on flambe, ou au contraire, on la joue placement de père de famille, comme on dit. Donc, c'est ces deux voies-là qui sont possibles pour évaluer l'estime de soi et pour évaluer les compétences dans le monde de l'entreprise. Alors ça, c'est le résultat d'une étude qu'on avait faite avec un étudiant, où on avait placé dans les situations fictives, enfin c'est pas fictif, on demandait aux gens de se remémorer les situations de succès, les situations d'échec, que l'on définissait justement, soit dans la voie autoréférencée, soit dans la voie normative. Vous avez en vert la voie autoréférencée et en rouge la voie normative. Et on vérifie bien cet effet d'extrémisation, parce que la voie normative, en cas de succès, c'est la plus valorisante, c'est l'estime de soi, la variable dévorante ici, mais en cas d'échec, c'est la plus dévalorisante. Tandis que la voie auto-référencée, bon, en cas de succès, c'est bien, l'estime de soi en tire du bénéfice, mais en cas d'échec, l'estime de soi est affectée, mais modérément. Vous voyez? On retrouve bien cette idée de deux voies à l'impact différentiel. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au fil du temps? Alors ça reste maintenant un petit peu hypothétique, ce que je vous propose, parce que dans la littérature, les buts que l'on poursuit, eux-mêmes, on sait qu'ils sont fluctuants. On a montré dans des travaux que les types de buts, normativement référencés ou auto-référencés, fluctuent de manière assez rapide, quelquefois même dans l'espace de quelques secondes. Vous savez, on change d'un but de but, je marche dans la rue, je vois quelque chose, je vois une boulangerie, j'ai faim, je rentre, tiens, je vais m'acheter un croissant. J'ai changé de but en l'espace d'une seconde. C'est tout à fait possible. Donc, sur ces dimensions normatives ou auto-référencées, on l'a démontré. L'évaluation du soi est sensible aux critères de réussite qui définissent ces buts d'accomplissement. Et l'évaluation du soi, c'est un processus dynamique. Grégory, ici présent, pour vous en parler longuement, il l'a démontré. D'autres collègues américains, polonais aussi, ont montré la dynamique de l'estime de soi. C'est quelque chose qui fluctue au fil du temps. Alors, donc on aurait des dynamiques différentes selon le type de but qu'on poursuit. Des buts autoréférencés qui sont, comme je le disais tout à l'heure, les plus sécuritaires. Alors, si on poursuit cette logique dans le déroulement du temps, on peut supposer que les variations de l'estime de soi vont s'opérer à des magnitudes modérées, à des niveaux moins extrêmes. Quelque chose qui ressemble à ça dans le temps. L'estime de soi qui varie dans une frange
que vous avez en fond vert, tandis que la voie normativement référencée, de loin la plus risquée, peut-être la plus intéressante pour un chef d'entreprise qui dit, moi je veux du frappant, je veux du chiffre, je veux du résultat, et je vous mets en compétition, et bravo aux meilleurs. Vous savez, il y a des entreprises où le meilleur vendeur de l'entreprise, on lui offre un séjour d'une semaine en Thaïlande. Moi j'ai connu des amis comme ça, qui sont partis comme du voyage, parce que sur une année, ils ont été le meilleur vendeur de l'entreprise. Évidemment, on se la pète quand on est comme ça. Et inversement, quand ça ne marche plus, on ne se la pète pas du tout. Donc on est dans une frange beaucoup plus spectaculaire. On peut monter très haut l'estime de soi, mais on peut la baisser très bas, avec des variations de type beaucoup plus catastrophiques. Donc beaucoup plus chaotiques. Alors, bon, là, j'évoque un projet qu'on avait avec Anne-Marie. Je ne sais pas si on le fera un jour. Ça dépend des sous. Si on nous donne des sous, on le fait. Voilà. Parce qu'il faudra mettre un étudiant de thèse, et un étudiant de thèse, il faut payer. Bon. Alors, en entreprise. En entreprise, c'est un contexte d'entreprise. C'est un contexte où il faut être performant, on est d'accord. Dans ce contexte, selon justement les modalités qu'on va utiliser pour valoriser la compétence, on va avoir ce qu'on appelle dans la littérature des climats motivationnels différents. Un climat motivationnel, c'est la structure des situations qu'on met en place dans un contexte de travail, de réussite, supposé influencer l'adoption de tel ou tel type de but, autoréférencé ou normativement référencé, avec évidemment les patrons motivationnels qu'il y a derrière, que ça enclenche, et les impacts sur l'estime de soi qu'on vient d'évoquer. Alors, ça veut dire que dans le domaine de l'entreprise, le type de management qu'on va promouvoir va avoir des effets sur la compétence, soit autoréférencée, soit normativement référencée. Un manager d'entreprise, une DRH d'entreprise, a la possibilité de choisir les critères d'évaluation de la compétence du personnel de l'entreprise. Et peut choisir effectivement les critères les plus risqués, peut-être qui vont être très favorables à certaines performances pour certaines personnes, mais dévastatrices pour d'autres. Est-ce que c'est ça que l'entreprise veut promouvoir comme climat motivationnel? Ou est-ce qu'elle veut promouvoir un climat motivationnel peut-être moins spectaculaire, mais moins risqué, mais qui de toute façon va aussi avoir son système d'incitation, son système de valorisation de soi, mais dans des proportions plus humainement acceptables, on va dire. Ça, ce sont vraiment des choix de DRH, ce sont vraiment des choix de management. Voilà. Donc, si on arrive un jour à mener ce projet, on cherchera à préparer les dynamiques sur le long terme cette fois. Parce que ça, ces courbes que je vous ai fait là, qui avançaient, soit dans une frange étroite, soit dans une frange très large, pour l'instant, aucun travail n'a porté là-dessus. On a des arguments solides pour poser ça en hypothèse, mais dans cette dimension temporelle, ça n'a jamais été examiné. Et c'est ce qu'on voudrait faire. Voilà. Donc, les hypothèses, elles sont simples. Hein, c'est que la perception d'un climat de maîtrise qui valorise des critères hautement référencés de la compétence devrait faire varier l'estime de soi de manière peut-être peu fréquente et modérée, mais certainement plus sûre, alors qu'un climat de performance compétitive axé sur la comparaison sociale doit engendrer des variations d'estime de soi beaucoup plus fréquentes et abruptes, avec des dangers. Alors les conclusions, l'intérêt pour les cadres, c'est que on pourra développer des arguments et même des éléments, des outils pour repérer, anticiper, détecter dans l'environnement de travail chez la personne les causes potentielles du stress professionnel. C'est-à-dire, on peut mesurer la manière dont perçoit le climat de travail d'un employé. On peut mesurer la perception qu'elle a des buts qu'on lui impose ou qu'on lui assigne. On peut d'ailleurs directement évaluer ces buts. Et ça peut nous donner des indicateurs, des signaux, attention, danger. C'est ce que, bon, je ne donnerai pas nom, mais c'est ce que notre trader d'une grande banque française dénonce, c'est qu'il reproche à ses patrons de ne pas lui avoir donné les feux rouges qui lui interdisent de trader comme il a tradé. Voilà. Bon, ben là, c'est un peu cette idée. Développer au sein de l'entreprise un climat motivationnel qui va concilier sur le long terme les impératifs de performance, évidemment, il ne s'agit pas de lâcher, mais la préservation, l'équilibre de la santé, la qualité de vie des employés. L'intérêt, évidemment, pour les employés, hein, c'est ça qui nous préoccupe, c'est d'être capable de reconnaître les signes avant-coureurs du stress professionnel, même du burn-out,
notamment dans la détection des perceptions de ce type de climat qui est instauré. Et puis, d'aller jusqu'à les entraîner à utiliser des stratégies personnelles de fixation d'objectifs auto-référencés. C'est-à-dire qu'il faudra être capable de faire face à des enjeux de performance tout en assurant un maintien, avec une belle faute d'orthographe, un maintien des sentiments de compétence et de l'estime de soi sur des dynamiques qui vont être favorables au bien-être. Voilà, je vous remercie de votre attention.